ce qui m'a servi de frontispice. Il y a tout Fuseli là-dedans, je vous dis tout de suite, absolument tout. Le côté complètement insolite, le côté quasiment surréaliste, le côté de l'illitude, façon tout petit par rapport au tableau, c'est un détail, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir la structure de la toile pour vous en rendre compte. Ce sont des êtres qui appartiennent au monde des fées, que Fuseli a infiniment peint dans la deuxième moitié de sa vie. Et troisièmement, vous y voyez déjà ce qui fera la conclusion de ma conférence, c'est toute une approche de la perversion sexuelle, mais oui, donc ça vaut pas la peine de partir avant, que Fuseli accordait à la chevelure féminine et à la sophistication des coiffures, dans laquelle il marquait, et nous le verrons, une forme d'étrange perversité. En plus de cela, troisième élément caractéristique de ce détail-ci, c'est effroyablement mal peint, car Fuseli peignait comme pied, et ça se voit. À côté de ça, il n'en est pas moins l'un des créateurs les plus fascinants de la fin du XVIIIe siècle, et j'ai une heure et pas mal de poussière pour vous le prouver, et je répète que j'y arriverai aisément. Ce que vous avez là, c'est le détail d'un tableau qui se trouve au Kunsthaus de Zurich. Beaucoup des œuvres que vous verrez ce soir sont très près de nous, puisque vous pourrez aller voir les originaux à la salle Fuseli de ce Kunsthaus de Zurich. Mais non seulement les peintures, également les dessins. Vous verrez ce soir pas mal de dessins de Fuseli, c'était un dessinateur absolument fabuleux. Et la plus riche collection de dessins de Fuseli se trouve à l'heure actuelle au Kunsthaus de Zurich. Mais pour les amateurs, il y en a également au Victoria and Albert de Londres, puisque vous savez déjà que Fuseli a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre. Preuve en est que les Anglais le prennent pour un peintre anglais et pas du tout pour un peintre suisse, point 1. Et deuxièmement, que si vous allez un peu plus loin, pendant les relâches de février, je vous signale qu'à Auckland, à l'autre bout de la planète, de façon assez insolite, il y a des plus beaux ensembles de dessins de Fuseli également. Et donc maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'essentiel du vif du sujet étant de vous dire, et je suis sûr de vous apprendre, que M. Johann Heinrich Fuseli m'a valu le prix de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Comme c'est le seul prix que j'ai jamais reçu, sauf je crois un prix de bonne camaraderie à l'âge de 14 ans, j'en suis pas peu fier. Toujours est-il que nous avançons dans notre XVIIIe siècle, nous sommes aujourd'hui tout à la fin, en 1793, et nous serons pour l'essentiel de la soirée à Londres. Donc, changement de date, bien sûr, changement de ville. Alors, très rapidement, je vous rappelle que 93, au niveau de l'Europe, c'est l'une des années de cet immense bouleversement qui a marqué la Révolution française, mais surtout les événements qui ont suivi exactement la Révolution française, et qu'en 1793, à Paris, on exécute Louis XVI le 21 janvier, par là même dernier espoir des puissances européennes d'une solution, appelons-la pacifiste, à la révolution s'envole. Les puissances étrangères, les ambassades étrangères savent qu'avec la mort du roi, toute la légitimité française est foulée aux pieds et qu'il faudra désormais compter sur un autre monde. Le 10 mars, quelques jours plus tard, toujours 93, Paris instaure le tribunal révolutionnaire, et vous savez que ce sera le début déjà, ou en tout cas les prémices déjà, de cette période terrifiante que l'on appelle la terreur. Je vous rappelle aussi que cette même année 93 voit non seulement la mort de Louis XVI, mais aussi celle de Marat, qui est assassiné dans sa baignoire, comme chacun sait, le 13 juillet de l'année 1793. Et la mort de Marat permet l'avènement de quelqu'un qui va pour quelques années devenir un peu l'étoile du Paris de ce temps-là, c'est Robespierre qui entre au comité de salut public le 26 juillet, donc quelques jours après les obsèques plus que nationales, vous l'imaginez bien, de Marat. Mais dans cette année 93, peut-être l'événement le plus important se situe le 8 août, puisque Paris décide de fermer les académies et les universités. Et ça, c'est une date importantissime, mais qu'on oublie régulièrement, parce que la fermeture des universités et des académies veut dire aussi la fermeture des musées, donc pour un temps au moins la privation totale de la diffusion du savoir dans un Paris qui se veut, et autour d'un comité de salut public, plus exactement, qui se veut essentiellement patriotique, donc pas le temps à perdre avec de la culture, avec un très petit c, il s'agit d'apprendre à devenir français, et naturellement depuis le 8 août, cela compte beaucoup, tous les moyens sont là, puisque le savoir ne se diffuse plus.
En dehors de Paris, bien, 1793, je vous dirais, c'est le moment de l'attente, à savoir que les chancelleries des grandes puissances ne sont pas encore totalement sûres que l'Europe va se démembrer complètement. Autrement dit, on met en place les instruments qui permettront, au besoin, de pallier à la Révolution française. Les Anglais débarquent à Toulon, les Espagnols remontent vers Bayonne, on se met en place autour de la France qu'on essaye donc d'isoler. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'un monde est en train de s'écrouler et un nouveau monde, peut-être, va apparaître. Eh bien, ce nouveau monde apparaît toujours dans la même année 1793, puisque à l'autre bout du monde, à Washington, deux architectes dont on a oublié le nom, mais je vous le rappelle, M. Hallett et M. Thornton, inaugurent le Capitole, qui est le symbole de la liberté nouvelle d'un monde nouveau. Autrement dit, notre Europe est encore en train de se demander si c'est vraiment la fin du monde et le début d'autre chose, mais en Amérique, on a décidé un monde nouveau naît, et son symbole, c'est le Capitole, tout blanc, qui vient illuminer une nouvelle page de notre histoire. Quant à Londres, c'est presque fini. Quant à Londres, règne paisiblement le roi George III, mais en fait, disons bien qu'en 1993, il est déjà complètement relégué dans l'ombre par le ministre que pourtant il s'est choisi lui-même, c'est William Pitt, mais William Pitt le jeune, qui sera le véritable maître de l'Angleterre, ce qui entre nous soit dit vaut mieux, puisque tranquillement, mais déjà en 1993, George III sombre dans la démence totale qui marquera et assombrira en fait la fin de son règne. Et le dernier événement à signaler, c'est tout simplement qu'un beau matin d'août, le 2 août, à la Royal Academy, on vernis et prêtait Titania et Bottom de M. John Henry Fuseli, autrement dit Johann Heinrich Füssli. Voilà, je trouve intéressant de se dire que ce monde de rêve, mais d'un rêve extrêmement sombre que nous allons découvrir tout au long de cette conférence, est absolument contemporain de la mort de Louis XVI, de la mort de Marat, de l'avènement de la terreur, de la montée de Robespierre et de la folie de Georges III. C'est quand même très important de voir que autour de Füssli, en fait, bel et bien, toutes les valeurs occidentales étaient en train, provisoirement je sais, mais de se lézarder. Cela étant, notre conférence se passera dans 3 décors ce soir. Le premier jour d'entrée, ce sera Zurich, pour aborder avec vous les jeunes années de Füssli, de 1741 à 1761, les 20 premières années. Puis nous partirons pour Rome, où il a vraiment fait sa catacrèse en matière de beaux-arts et de peinture. Nous serons à Rome de 1771 à 1779. Et enfin, nous nous installerons, ce sera la partie la plus circonstanciée, à Londres, de 1781 à 1825, date de la mort de Füssli. Ça, c'est la grande période où, au fond, ce qu'il a découvert dans son enfance, plus ce qu'il a appris dans sa première maturité romaine, vont être exploités pour créer un monde qui, à l'époque, était unique dans l'histoire de l'art. Premier chapitre donc, que ce soit bien systématique, Zurich, 1741-1761, les 20 premières années. En 1741, et pour être plus exact, le 6 février 1741, naît dans la vieille ville de Zurich un petit Johann Heinrich, fils de Johann Caspar Füssli. Cet homme-là, le père, est assez exceptionnel pour que je m'y arrête un moment, de métier. Il est fonctionnaire communal, comme tous les Suisses. Je veux dire par là, ça veut tout dire, et en même temps, si vous remarquez, ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire par là, cela lui permet d'avoir un salaire confortable, qui s'ajoute à des dividendes de fortune confortables. Ça ne lui prend qu'un temps assez maigre, laissant donc des heures reconfortables pour travailler. Car fonctionnaire communal, Johann Caspar Füssli est aussi, au sens du XVIIIe siècle, un dilettante. Et au XVIIIe, c'était un mot noble. C'est bien notre XXe siècle qui en a fait un mot péjoratif. Dilettante, au XVIIIe, c'était l'homme qui se passionnait pour tout, l'homme qui s'intéressait à tout, l'homme qui pratiquait tout, l'homme qui avait l'œil partout, l'homme qui se faisait écrire des 4 coins de l'Europe pour entendre traiter de physique, littérature, musique, peinture, dessin ou que sais-je encore. Autrement dit, dans la maison du Füssli et autour de ce père, Johann Caspar, il y avait une émulation d'érudition, une soif de connaissance absolument extraordinaire. Dilettante érudit, il était aussi collectionneur et numismate pour être plus précis. Il était un peu peintre et beaucoup dessinateur. Toujours est-il que,
On donnera à notre Johann Heinrich un parrain, ça va de soi, et il vaut la peine de le nommer, c'est le grand Salomon Gessner. Et on lui donnera quasiment au berceau un précepteur, on appelle ça un mentor dans ce type de famille, c'est Johann Jakob Bodmer. Alors essayez d'imaginer ce gosse qui va naître épaulé d'un côté par Gessner, de l'autre côté par Bodmer, avec l'ombre du père par-dessus qui le fait peindre, écrire, peindre, lui parle latin, lui parle grec, lui lit la Bible, lui danse, lui lit Homère. C'était une espèce d'éducation invraisemblable dont vous allez voir vont ressortir quelques points assez invraisemblables, disons bien. Dans la maison de Füssli, on lit beaucoup à haute voix. La première lecture, c'est bien sûr la Bible, comme il se doit, mais à côté de la Bible, il y a Homère, j'en parlais tout à l'heure, Virgile, ce qui est plus original peut-être Dante, ce qui est encore plus original, le Nibelungenlied, qu'on était en train de découvrir dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, et les Anglais, parce que Zurich, comme Paris, vivait son anglomanie, à savoir Shakespeare et Milton. Et depuis l'enfance, donc, il a entendu notre futur peintre ronronner Homère, Virgile, Dante, les Nibelungen, Shakespeare et Milton. Et vous verrez que cette espèce de premier contact avec l'épopée, il ne l'oubliera jamais. Ça va le marquer pour toujours. Le premier dessin que l'on connaisse de lui, c'est une chute des anges rebelles à l'âge de 9 ans et demi, suivi par les amours de Mars et Vénus à l'âge de 10 ans. Vous me racontez ce qu'ont fait vos enfants, vos petits-enfants et vos filleuls, mais je suis sûr que l'iconographie a changé de nos jours. C'est assez fabuleux de dire qu'à 10 ans, il était assez préoccupé par l'idée de la chute des anges rebelles pour essayer de la dessiner, et assez marqué par les amours mythologiques pour donc brosser Mars et Vénus. Un peu plus tard, dans ce qu'on pourrait appeler son adolescence, il entre dans le cénacle des jeunes esprits de Zurich, ce qu'on appelle les illuminés de Zurich, qui deviennent d'ailleurs ses amis. Alors parmi eux, il faut citer, parce qu'ils sont contemporains de lui à peu près, Johann Caspar Lavater, qui un jour inventera, comme vous le savez, la physiognomonie, c'est-à-dire l'étude des caractères par les traits du visage, et qui sera lu dans toute l'Europe. Lavater sera un des premiers amis de Füssli, et jusqu'à la fin de sa vie, il le demeurera. Le poète Félix Hess est le préféré de tous, Johann Heinrich Pestalozzi, qui n'a pas encore, à ce moment-là, l'allure de la statue d'Yverdon, mais qui a déjà des idées de justice sociale et de droit de l'enfance exprimées avec beaucoup de violence, comme tous les autres d'ailleurs, et qui font vraiment de ce cercle de jeunes quelque chose à Zurich. Alors vraiment, c'est une espèce de jeunesse comme ça, qui fait un peu peur. Quand il s'agit de choisir un métier, car poète n'est pas un métier, bien sûr, on consulte Johann Heinrich qui dit, eh bien, je vais devenir prêtre. Et il fait des études de théologie pour devenir, en effet, ministre zwinglien. Son premier sermon sera prononcé en 1761, et les dames de Zurich en ont encore les oreilles qui bourdonnent. Jamais elles ne sont sorties avec la tête aussi rentrée dans les épaules, et l'impression que la colère de Dieu était prête à se manifester. Autrement dit, tout Zurich devait être assez inquiet de voir ce jeune homme complètement violent demeurer au haut de sa chair. Heureusement, Füssli et ses copains feront une boulette monumentale, et hop, ce sera Via de Zurich. La boulette, c'est un pamphlet écrit et publié pour dénoncer les abus du bailli Grebel, qui est un homme qui s'enrichissait. Grebel était spécialiste de cela, et ces jeunes épris de justice universelle dénoncent, et avec quelle violence, les abus de Grebel, ce qui fait qu'ils sont convoqués par le Grand Conseil, et on conseille à Füssli, Lavater et Hess de se faire oublier un petit moment. Et ce sera au fond leur chance. Ils vont quitter Zurich en exil, mais c'est un exil encore gentil, mais enfin ferme. Ils vont quitter Zurich et chacun partira de son côté. Notre Füssli va commencer par sillonner un peu l'Allemagne, puis ensuite il va se promener jusqu'à Londres, et ensuite nous allons voir. Toujours est-il que, bel et bien, son premier but, c'est Weimar, la cité du Sturm und Drang. N'oubliez pas qu'il est encore poète à ce moment-là. L'envie de connaître les poètes de Titi, là au fond, et c'est donc en Allemagne qu'il va. Et il trouve les Weimarois du Sturm und Drang beaucoup trop calmes pour lui. Alors il refait ses valises et va à Londres. Et alors là, je peux vous dire, il va trouver tout ce cercle de frénésie pré-romantique qui lui plaira parfaitement bien.
Toujours est-il que vous avez vraiment envie de voir la tête qu'il avait, j'imagine, en ces temps-là, et donc amené deux autoportraits qui vous permettront un peu de juger sur pièce. À mon avis, ce dessin est absolument formidable. C'est beau d'abord, première chose, c'est beau. Mais deuxièmement, c'est formidable parce que si on pense que c'est fait dans les années 1770, on reste quand même assez confondu. J'aimerais vous rappeler tout de même que M. Boucher, M. Fragonard demeurent encore des peintres à cette époque-là officiellement reconnus. Nous sommes en pleine ère du rococo, et ce que vous avez devant vous est un dessin qu'on pourrait dater de 1830, soit donc de l'époque de Victor Hugo et d'Hernani, si vous le voulez. Il y a un romantisme déjà là-dedans, il y a un côté visionnaire déjà là-dedans, qui est absolument ahurissant. Voilà donc un des tout premiers autoportraits de Fuseli. Quant au deuxième, il est encore plus révélateur. C'est une peinture de Fuseli, inutile de vous dire, et c'est un autoportrait puisqu'il est là. Le voilà accompagné de son maître, Johann Jakob Bodmer, et derrière, ce fantôme qui apparaît, c'est le buste d'Homère. Et vraiment tâchez de garder dans un coin de votre rétine gauche cette apparition du buste d'Homère, parce que nous verrons de telles apparitions revenir systématiquement sous le pinceau de Fuseli dans sa maturité, et même sur le tard, mais avec ce même côté complètement visionnaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir Fuseli lui-même, une pose de héros romantique de nouveau, et pourtant nous sommes vraiment en plein XVIIIe siècle encore, des vêtements rouges, très très rares en cette époque-là. Le rouge se portait en fait extrêmement peu, couleur de feu, mais lui l'adorait, et une pose qui arrange autant que possible son trois quarts, car je dois vous dire que Fuseli a souffert sa vie entière de la longueur de son nez. Il va dissimuler autant que possible dans cette œuvre-là. Quant à Bodmer, on voit bien, c'est le philosophe, c'est l'Aristote d'Alexandre le Grand, pourrait-on dire, et vraiment c'est ce rôle-là qu'il joue sur la droite. Nous l'avons laissé déçu par Weimar, déçu par l'Allemagne, déçu par le côté un peu rétréci, dit-il, de ce qu'il croyait être l'héroïsme allemand, et donc il part plus loin, il part pour Londres. Alors à Londres, avec beaucoup d'habileté, je dirais, il s'est tout de suite fait les amis qu'il fallait là où il fallait. Les deux premiers seront des banquiers, sait-on jamais. Le banquier Coates, point 1, et le banquier Roscoe, point 2. Et ces gens-là, ils resteront fidèles, vous le verrez, jusqu'au bout. Et puis ensuite, entre la versification, car il écrit toujours, le dessin, car il dessine toujours, et la peinture, car il découvre à ce moment-là la peinture, puisqu'il est infiniment actif dans les milieux de ce qu'était Londres dans ces années 1778-80, si vous le voulez, c'est-à-dire une période immédiatement pré-byronienne, mais déjà complètement marquée par le climat du pré-romantisme. Je dirais qu'il se cherche pendant 2 ans. Il se cherche entre poésie, dessin et peinture. Et un jour, au fond, il ne se trouvera pas, mais on le trouvera. Le plus grand peintre de Londres, et, disait-on, le plus grand peintre du siècle, Sir Joshua Reynolds, le grand portraitiste, ami du banquier Coates, voit ses peintures et lui dit « Arrête de perdre du temps avec tes poésies, arrête de perdre du temps avec tes petits dessins, c'est peindre qu'il te faut, tu dois devenir peintre. Mais pour être peintre, tu dois aller à Rome. » Reynolds donc prône le fameux grand tour, et notre Fuseli va entreprendre ce grand tour. Encore est-il qu'il faut de l'argent, eh bien voilà ce que c'est d'avoir des amis banquiers, c'est Coates qui payera. Et Coates offre donc à Fuseli un voyage en Italie, sans penser peut-être que ce voyage durera 8 ans et demi. C'est certainement le plus long grand tour que l'on connaisse dans l'histoire de l'art. Alors, il arrive à Rome, il y trouve beaucoup d'anglais, ça va de soi, c'est sillonné d'anglais, beaucoup d'allemands, un peu moins ennuyeux que ceux qu'il avait vus en Allemagne même, parce qu'en fait c'est vrai que les génies voyagent, chacun sait ça. Alors bon, il se réconcilie un peu avec les Anglais. Il y trouve aussi des gens plus étranges, un Suédois, il s'appelle Thorvaldsen, mais qui ne sait pas encore qu'un jour il sculptera le lion de Lucerne en particulier. Un gars qui parle français mais avec un drôle d'accent, il s'appelle Jacques Sablet, et Fuseli ne sait pas qu'il est suisse, et même plus exactement morgien. Autrement dit, sans le savoir peut-être, il fréquente déjà des gens qu'il retrouvera dans la grande période 1820 à 1840, mais qui seront devenus entre-temps, comme lui est devenu entre-temps, l'un des génies, ou parmi les génies, les plus marquants du romantisme naissant. Puis qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il se promène dans Rome, il se promène dans la campagne romaine, il fait des incursions en Florence, il descend jusqu'à Naples, il rate le Vésuve, il remonte, il redescend à Naples, il rate le Vésuve, il remonte, enfin bref, c'est l'éruption qu'il veut. Entre-temps, il va voir Herculanum et Pompéi, et puis il fait ce que tout le monde fait. À une chose près, c'est d'une importance capitale. Il fait quelque chose que personne d'autre ne fait. C'est d'oser aller voir, d'oser aller rêver devant, d'oser aller sangloter devant des peintures que tout le monde méprise. C'est Raphaël et les stances du Vatican, considérés dans ces années-là comme le comble de la barbarie gothique, et surtout Michel-Ange, la Sixtine, considéré comme le comble du mauvais goût. Et là, il est parmi les seuls peintres à aller voir régulièrement, à pèleriner hebdomadairement, dirais-je, et devant Raphaël et devant Michel-Ange, ce qui va avoir pour tout à l'heure une importance capitale. Pour le reste, il se conduit à Rome comme tous les autres, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande période d'émulation qui correspond vraiment à cette Entwicklung dont nous avions déjà parlé la dernière fois, mais que Fuseli marque peut-être avec plus d'emportement que beaucoup d'autres. Eh bien, notre Fuseli devait exactement ressembler aux deux jeunes gens que vous avez sur cette diapo. Vous savez que nous ne savons pas qui c'est, je veux dire par là, ce sont deux touristes au sens le plus strict du terme, mais ce qui est émouvant, c'est de penser que c'est dû au pinceau d'un autre Suisse qui faisait aussi son Entwicklungsreise, et dans les mêmes années, c'est le Morgien Jacques Sablet. Ce que vous avez devant vous, c'est un Sablet, et même, c'est une des propriétés du musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Alléluia. Les messieurs, d'ailleurs, étaient souvent accompagnés de dames. Voilà une touriste, car il y en avait beaucoup aussi, une touriste de ces années 1780 à Rome, tout aussi anonyme, tout aussi évidemment signée de Sablet, et tout aussi très romantique, vous le remarquerez, dans son attitude face à l'immensité de ce paysage qui est celui de la campagne romaine, et accoudé à un monument évidemment funéraire, toujours ce sens, si vous voulez, de l'emportement des passions qui marque un tableau comme celui-ci. Rome donc, mais aussi, je vous l'ai dit, Florence. Et voilà aussi un personnage qui ressemble étonnamment à ce que pouvait être le Fuseli de cette époque-là. En l'occurrence, la très belle peinture que vous avez devant vous est de Xavier François Fabre, un peintre français que Fuseli connaîtra. Je ne vous montre que des œuvres de gens qui ont été des proches de Fuseli à Rome. Xavier François Fabre, qui gagnait sa vie en portraiturant devant les panoramas de ces touristes riches qui voulaient emporter un souvenir de leur voyage. Comme aujourd'hui, les Japonais se font photographier devant, eh bien à l'époque on se faisait peindre devant. C'est Lord Mellett que vous avez là, rêvant devant Florence et l'Arno. Donc Rome, je l'ai dit, Florence, vous l'avez encore sous les yeux, et maintenant quelques peintures qui illustrent, disons, le climat de paysage, le climat je dirais, d'intérêt du paysage et de l'architecture en ces temps-là. Vous remarquerez que ça a beaucoup changé depuis mardi passé. Nous avions des descriptions de villes qui étaient au fond extrêmement élégiaques sous le pinceau de Canaletto et même sous le pinceau de Guardi. Nous avons des villes beaucoup plus figées, je dirais beaucoup plus archéologiques, sous le pinceau du plus grand des védutistes romains de cette époque, c'est Bellotto. Et ce que vous avez devant vous, c'est un caprice romain, où vous reconnaîtrez en particulier bien sûr Saint-Pierre, bien entendu le château Saint-Ange, mais au fond télescopé dans tout cela, quelques-unes des plus belles coupoles et clochers de la Rome de l'époque, amalgamées ensemble. Même la pyramide à l'égyptienne de Caius Cestius se trouve là. En effet, ce qui est frappant, c'est que le climat de cette vision de Rome est, déjà dans les années 70-80, donc dans ces années fuseliennes, un climat beaucoup plus sombre que le climat du tourisme vénitien. Beaucoup plus sombre. La vision de l'Antiquité, la vision de la ruine, le côté inéluctable du temps qui a passé, le côté inéluctable de la mort qui flamme encore, fait vraiment naître et favorise en quelque sorte ce climat de romantisme que Bellotto exprime si bien. Et quand on avait assez vu le monde mort, alors on allait encore s'en donner davantage en faisant l'excursion de Naples, surtout les jours d'éruption, de façon à contempler la colère grondante de Dieu. Et vous ne pouvez pas savoir combien de vers, combien de lettres, combien de commentaires ont été faits sur l'apocalypse napolitain de cette époque-là. Donc vraiment, ce sont d'autres touristes, ou je dirais d'autres moments de l'évolution de ces touristes du Grand Tour qui marquent Florence, Rome,
et Naples. Et vraiment, la découverte de la violence, la découverte de la passion, la découverte de l'inéluctable, la découverte de l'indomptable. Voilà, ce serait peut-être un peu cela que, dans cette deuxième tranche du voyage, les Européens et Fuseli parmi eux découvrent. Et bien sûr, dans ce monde-là, tout le monde dessine, tout le monde écrit, ça nous l'avons vu, mais tout le monde dessine ou tout le monde peint. D'une part, c'est vrai, les artistes de métier, mais parfois aussi les amateurs. Et puisqu'on parlait de Fuseli dans le train de ces voyageurs, j'ai pensé que ça vous intéresserait de découvrir un personnage que je trouve absolument fabuleux de qualité. C'est un monsieur qui était lieutenant, c'est donc un militaire de carrière, anglais, inutile de dire, voyageant à Naples avec sa maman, inutile de dire aussi, et ayant tout simplement fait des aquarelles que ses descendants ont fini par léguer au British Museum, lequel British Museum a découvert des œuvres d'une qualité à tomber à la renverse. Et monsieur Thomas Jones ne fera plus jamais parler de lui autre part que sur les champs de bataille et dans les états-majors. Il n'a jamais aquarellé qu'à Naples. Et regardez, je voulais vous montrer un parmi d'autres, des aquarelles qui datent de 1771 et 1772, et qui, à mon sens, sont complètement prophétiques de cette immensité des paysages fermés qu'on peindra surtout au nord de notre monde. C'est des choses qui annoncent presque la peinture de Hopper, si vous voulez. Enfin, aller jusqu'à Hopper, c'est aller loin, je suis d'accord, mais cet amour des murs, et surtout des murs aveugles, est absolument étourdissant à cette époque. Ça, c'est le dernier que je vous ai apporté, à mon avis d'ailleurs, une des plus belles de ces aquarelles. Le British a consacré d'ailleurs, il y a une année et demie, une exposition pour faire découvrir cet aquarelliste complètement sporadique, cet aquarelliste d'occasion, mais en même temps de miracle, qu'a donc été ce Thomas Jones dans le voyage, dans le grand tour qui a été le sien. Mais naturellement, nous, il faut que nous voyions Fuseli. Alors, pendant que John peint ces murs aveugles, ces ciels très bleus, ces contrevents presque rouges, et cette immensité à la fois géométrique et en même temps ô combien poétique, eh bien, Fuseli lui aussi dessinait, évidemment. Mais vous voyez que le monde était un peu différent sous son pinceau. Autant la plupart des, entre guillemets, touristes peignaient les paysages, les éléments de paysage qui les avaient frappés, ou telle statue antique, ou tel bas-relief dont ils comptaient garder mémoire, autant Fuseli, lui, ne peut pas s'empêcher de regarder, c'est vrai, mais immédiatement de transposer. Au fond, le poète, la poésie l'habite toujours, l'esprit de l'ode l'habite toujours, et il est de ces gens-ci qui, pour dire la clé est sous le paillasson, prendront un quatrain d'alexandrin complet. Et il n'y aura ni le mot clé ni le mot paillasson, je peux vous le jurer. Alors, de la même façon, dans ce dessin-ci, c'est bel et bien des éléments existants. C'est le pied d'une statue de Dioclétien, c'est la main d'une statue de Dioclétien également, qui se trouve aujourd'hui, comme à l'époque de Fuseli, dans la cour du palais des conservateurs sur le Campidoglio à Rome. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fuseli les a encore agrandis comme s'il y en avait besoin, et il s'est mis lui-même, car c'est lui qui est ici, représentant la désespérance de l'inspiration poétique. Donc, il y a déjà une espèce de prise de vue, je dirais, byronienne du monde, alors qu'au fond, Fuseli n'a pas encore découvert, à proprement parler, le byronisme. Autre exemple qui est complètement hallucinant, ces deux statues existent, ce sont les fameux dompteurs de chevaux qui se trouvaient à cette époque-là à l'entrée du Campidoglio. Ils ont frappé Fuseli, et bien qu'ils les détachent de leur socle, ils les agrandissent 10, 20 ou 30 fois, et ils les posent sur un môle battu par la tempête. De nouveau, c'est une façon d'ironiser complètement le sujet. Et tous les livres d'esquisses, les cahiers d'esquisses de ce jeune Fuseli qui apprend en fait la peinture, montrent toujours ce besoin de transcrire, ce besoin d'exalter, ce besoin de sublimer et ce besoin de rendre tout instant, à proprement parler, paroxystique. Mais vous me direz, ça, ce sont que des pages d'études. Et la peinture, c'est-à-dire la peinture, voilà ce qu'il en est dans ces années-là. Et ça, c'est une des peintures les plus marquantes de Fuseli dans cette période de formation. Il se trouve aujourd'hui la peinture à Bâle, à l'Öffentliche Kunstsammlung de Bâle, et ça représente donc une jeune femme écoutant de la musique. Donc, c'est une paraphrase du sujet peint par Titien, Vénus et la musique, de nombreuses fois. Deux versions au moins ont pu en être vues par Fuseli, l'une à la collection déjà publique des Offices de Florence, l'autre au Capitole à Rome. Alors, il en a fait cette paraphrase étrange avec cette femme rubénienne, je dirais, de plénitude, en train d'écouter, jouer
de l'épinette, donc, et vous remarquerez dans la torsion de la jeune femme vêtue de gauche, déjà cette étrangeté maniériste qui marque tellement Fuseli. Alors, au point où nous sommes maintenant, je vous ai montré les premières esquisses, je vous ai montré la première peinture, il faut que nous voyions quels étaient strictement ces modèles. Je les ai déjà nommés, mais c'est jamais mauvais de les voir. Le premier modèle, la première source, je dirais, pour Fuseli comme pour tous les Européens voyageant à Rome et dans l'Italie de ce temps-là, la première source, c'est l'art antique. Car n'oubliez pas, nous sommes exactement dans la génération de ceux dont le livre de chevet a été Winckelmann. L'histoire de l'art chez les anciens, la redécouverte en fait donc de l'art grec et de l'art romain est prônée dans l'entier de notre Europe et donnera naissance à ce mouvement qu'on appelle le néoclassicisme. Donc évidemment, ce que l'on va chercher à Rome d'abord, c'est l'Antiquité. L'Antiquité des sculptures, dans lesquelles Fuseli découvre notamment ces musculations extraordinaires, ces groupements de personnages très serrés, ce dynamisme des lignes et des formes qui l'habitera pour le reste de sa vie. Mais comme je vous l'ai dit, à côté de l'antique, il y a cette source beaucoup plus étrange, beaucoup plus inattendue et surtout exceptionnelle à l'époque, qui est Raphaël, pour lequel Fuseli déjà dit qu'il a une passion débordante. Je vous rappelle que le premier qui aimera Raphaël, officiellement, si j'ose dire, ce sera Ingres, quelque chose comme 45 ans plus tard. Mais en 1780, personne n'aime Raphaël, car Winckelmann a dit qu'il était le produit d'un cléricalisme triomphant et d'une nullité magnifiée, si j'ose dire. Alors comment, après cela, ose-t-on aller voir Raphaël? Eh bien, Fuseli y va. Et regardez bien des têtes comme celle-ci, regardez bien des torsions de cou comme celle-là, regardez bien des coiffures aussi, regardez bien des drapés, et nous retrouverons toute cette venusta, toute cette entre guillemets, joliesse de Raphaël, exaltée tout au long de sa carrière par Fuseli. L'autre modèle, le modèle des modèles, Dieu sur terre, c'est Michel-Ange. Et à la Venusta de Raphaël, il opposait la Terribilità de Michel-Ange. Alors naturellement, et là aussi, l'outrance des compositions, l'exaltation des attitudes vont être pour lui source inépuisable d'inspiration. Et sa plus belle page de peinture, c'était le Jugement dernier. C'est donc au Jugement dernier que j'ai emprunté ce détail que vous avez ici. Et là aussi, dans le raccourci des bras, dans la torsion des épaules, mettez-vous en plein la rétine droite, puisque la gauche est déjà pleine, vous retrouverez Fuseli tout au long de sa vie dans cette démarcation même de Michel-Ange. Donc, les trois sources principales sont officiellement l'antique et officieusement, mais avec quelle ferveur, la Venusta de Raphaël et la Terribilità de Michel-Ange. Eh bien, à ce triple, creuset, j'en ajouterai un quatrième, mais qui remonte à avant, qui remonte à l'époque zurichoise. Ce sont les peintres du maniérisme tels qu'ils étaient connus à Zurich dans les grandes collections et dans toute l'Allemagne du Sud, et qui ont été au fond les premières images que Fuseli, enfant encore, a vues. Et l'importance de ces maniéristes de l'Allemagne du Sud est immense sur Fuseli. Je dirais moins sur le développement esthétique de sa peinture que sur le climat culturel de cette même peinture. Donc des peintres que vous connaissez comme Urs Graf, Nicolas Manuel Deutsch, Baldung Green, vont beaucoup marquer la conception même de ces sujets. Et par exemple, dans cette très belle composition de Baldung Green, Le péché originel, l'aspect fatal d'Ève, qui vraiment, avec une espèce de conscience marmoréenne, pousse Adam à manger la pomme, il y a toute la problématique que Fuseli rencontrera. De même que le châtiment de cette Ève, c'est-à-dire en fait la première des créatures femmes de Dieu, le châtiment de cette Ève que la mort poursuit, viole et embrasse avec souvent une espèce de cruauté expressionniste assez terrifiante dans cette peinture du XVIe siècle, cela aussi, ce sont des images que Fuseli n'oubliera jamais. Et de nouveau, aussi bien chez Manuel Deutsch que chez Baldung Green que chez Urs Graf, le squelette poursuivant la femme va être extrêmement marquant. En voilà certainement une des versions les plus extraordinaires que l'on possède, l'étreinte de la femme et du mort, l'étreinte de la vie et de la mort. Donc, Fuseli les repeindra 40 ans plus tard
quasiment strictement sous le prétexte d'illustrer Milton, c'est vrai, mais il y aura comme une espèce de résurgence à demi-consciente, je dirais, de ce tout première source d'intérêt qu'a été pour lui, au fond, la découverte de la peinture et la découverte principalement des maniéristes suisses. Donc maintenant, vous avez un petit, je dirais, exposé de ce qu'était la culture de Fuseli au sortir de Rome. Il y a le très vieux souvenir de la peinture suisse du XVIe siècle, Graf, Green et Deutsch. Il y a la découverte de l'art antique, il y a Raphaël et il y a Michel-Ange. Et vous avez quasiment la palette complète de ce qui fera naître Fuseli. Et du coup, voilà une œuvre que j'appellerais déjà une œuvre parfaitement révélatrice de la démarche de Fuseli. C'est un dessin de la période romaine, mais un des plus aboutis, je dirais, de la période romaine. Car, en lettré qu'il est, n'oubliez pas combien les lettres, la culture littéraire a d'importance pour Fuseli. C'est de là qu'il est parti. C'est là que Johann Jakob Bodmer l'a poussé. C'est là que Gessner l'a guidé. C'est là que son père voulait qu'il soit. Donc, la poésie et le culte de la poésie, jusqu'à son dernier souffle, de leur fond tout à fait parallèle et d'ailleurs concomitant avec la recherche esthétique. Donc, notre Fuseli se promène dans les ruines, mais non pas les bras ballants, mais toujours avec, en compagnie, si vous préférez, de Homère, de Virgile et de Dante. C'est sur le terrain qu'en fait, il découvre, redécouvre et illustre les grands classiques. Donc, dans cette période romaine, l'essentiel des dessins aboutis, si vous préférez des dessins créés, ont trait à ces poètes assez épiques qui ont en fait marqué la culture italienne. Donc, voilà tiré de Homère ici, un passage de l'Odyssée, c'est Ulysse sacrifiant pour faire apparaître le spectre de Tirésias. Alors c'est exactement ce qui est représenté ici, le sacrifice de Ulysse. Et regardez déjà dans le personnage du spectre de Tirésias, quelque chose qui ressemble étonnamment à l'apparition du Christ dans le jugement dernier de Michel-Ange, de la même posture si vous le voulez, de même que dans le maniérisme du sacrificateur, dans la torsion même de son corps, il y a énormément de ces figures de damnés que Fuseli, toujours dans Michel-Ange, ne se lassait de recopier. Tiré de l'Iliade, pardon, tiré de l'Odyssée toujours, de Homère donc toujours, mais pour vous montrer un peu maintenant le répertoire, je dirais, des motifs, voilà un autre moment, c'est le naufrage d'Ulysse, sauvé par l'apparition de Ino, qui lui remet son voile, et le voile de Ino calme la tempête. Odyssée, si je me souviens bien, chant 18, mais j'avoue, je n'ai pas les références sur place. Toujours est-il que là encore, dans la théâtralité de l'attitude, on commence à voir se dessiner ce que sera le grand Fuseli. Cette œuvre-là est au Kunsthaus de Zurich d'ailleurs. À côté de Homère, à côté des antiques, il y a aussi, bien sûr, Virgile, il y a Hésiode, il y a toute une série d'autres de ces poètes grecs et romains. Le poète découvert aussi, c'est Dante. Dante dont on lui avait jusqu'alors assez peu parlé, et Dante qu'il pratique à travers la Toscane, l'Ombrie, la Campanie, le Latium. Alors voilà une illustration pour l'enfer, vous ne voyez pas Fuseli peindre le paradis tout de même. Voilà donc une illustration pour l'enfer, c'est Dante et Virgile traversant les eaux du Cocyte. Je vous rappelle, le Cocyte est ce fleuve gelé, tout dépasse, pris dans la glace, les têtes des damnés. Et Dante et Virgile se font un pont des têtes des damnés pour passer le Cocyte. Le suivant, c'est toujours tiré de Dante, mais plus aimable si j'ose dire, c'est un épisode pris dans l'immense champ de l'enfer, c'est l'histoire de Paolo et Francesca, car si vous vous souvenez, Paolo et Francesca racontent leur destin à Dante et à Virgile, et racontent que leurs amours les a amenés à être surpris par le mari. Et bien voilà ce qui a frappé notre Fuseli, et la peint donc le très beau couple amoureux, dansant d'ailleurs, complètement chorégraphié comme passion, mais surpris ici par l'époux. Et tout ce monde-là, mort commise, va naturellement connaître le reste de son destin en enfer. Ce que j'essayais donc dans ce deuxième temps, le temps romain, de vous montrer, c'était donc un peu comment Fuseli avait abordé cette polyvalence des cultures, antiquité et renaissance et maniérisme, comment il s'était inscrit, très bien d'ailleurs, je vais tout de suite,
dans le cercle des touristes de ce temps-là, faisant marge quand il le voulait, passant pour un excentrique quand il le pouvait, mais encore vivant admirablement ce temps romain. Et je vous l'ai dit, je crois, il lui a fallu 9 ans pour arriver à bout de ces grands modèles, à bout donc de l'art antique de Raphaël et de Michel-Ange, à bout surtout d'Homère, de Virgile, de Dante et de bien d'autres qu'il pratiquait. Et une fois trempé dans ce climat-là, il pense à rentrer. Et en fait, nous allons voir, il rentre et donc décide de se fixer à jamais à Londres, où il arrive au début de l'année 1781. Il trouve un Londres, au fond, qui n'est pas sa ville. Je vous rappelle qu'il est quand même suisse, je vous rappelle que sa langue est tout de même le zurichois, je vous rappelle qu'il a passé par Londres, mais au fond très peu de temps. Il y a ça 10 ans, tout a changé, donc tout est à recommencer véritablement. Alors, première des choses, il faut se refaire des amis, il retrouve naturellement ses banquiers, M. Coates, M. Roscoe, M. Angerstein également, des gens qui vont pouvoir l'aider, bien entendu, et cela étant, si j'ose dire, sûr, le gîte et le couvert étant établi, il va voir un peu les artistes, les autres peintres, puisqu'il sera peintre, qui sont groupés autour de la Royal Academy. Londres a la chance d'avoir cette Royal Academy où vraiment, un peu comme sur le Parnasse, les artistes peuvent cohabiter dans leur recherche du beau. À côté de ça, il fréquente, et au fond, je dirais que c'est un peu la troisième veine, les esprits les plus progressistes, les esprits les plus libéralistes de son temps, comme par exemple l'éditeur Joseph Johnson, comme par exemple l'humaniste Joseph Priestley, ou comme Erasmus Darwin, que naturellement tout le monde connaît. Alors, c'est à ce moment-là, au fond, que Pusely, ayant établi les gens qu'il faut connaître, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, les gens qu'il faut, ménager, les artistes, ceux qui ont la langue, si j'ose dire, et en même temps, c'est ouvert une petite porte sur la liberté par les progressistes, c'est à ce moment-là que Pusely donc décide d'entrer dans le public cible, c'est la gentry, c'est-à-dire les gens qu'on veut fréquenter, les gens bien. Autrement dit, il avoue avec une belle honnêteté helvète les futurs clients. Alors cette gentry de la Londres de cette époque-là est absolument extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est complètement romantique, elle est complètement frénétique, elle est complètement hystérique, elle est excessive en tout. La mode est à l'excès et tout le monde pratique l'excès. C'est à ce moment-là que la redingote rouge de M. Pusely fera justement tout son effet. Alors c'est autour de Jean Cobb, le très jeune Byron, la duchesse de Northcote, le prince Andrew, deuxième fils de George III, c'est autour de ces gens-là que, en fait, Pusely fait également, je dirais, son nid. Puis quand il a le temps, entre les visites aux banquiers, les visites aux peintres et les visites aux duchesses, quand il a le temps, il peint et il expose, comme tout le monde, à la Royal Academy. Mais avec une habileté complémentaire, c'est celle, et ça je trouve tellement mignon, de publier lui-même ses propres critiques sur sa propre peinture. Ça, je trouve absolument adorable. Chez Pusely, il y a à la fois, et c'est vrai d'un côté, une espèce de rouerie qui ne le rend peut-être pas très très sympathique, d'autant plus que les mécanismes de cette rouerie sont assez simplistes. J'entends, quand il arrive, on le voit arriver, et on sait ce qu'il veut. Puis à côté de ça, il y a une espèce de naïveté qui est vraiment merveilleuse. Mais oser publier soi-même sa propre célébration dans des revues très lues, si je veux dire, il faut le faire. Voici la création d'un peintre poétique. La beauté douce et insinuante, la grâce enjouée qui s'exprime ici, sont inattendues de la part de celui qui, par son pinceau audacieux, semble viser aux confins de la nature. Donc il faut oser. Et cela marchera si bien que les lecteurs de la revue de Johnson vont vouloir le connaître, vouloir le voir. Et les quelques personnes qu'il fréquentait jusqu'alors deviennent un cercle important, d'autant plus important que c'est vraiment le Londres de cette époque-là. Alors il apprend ainsi à connaître William Beckford, le fameux-issime William Beckford, tout jeune, il a 22 ans, d'une beauté comme on n'a jamais vue sur Terre, dit-on, et en plus de ça, multimilliardaire, complètement fêlé, mais génialement, complètement dérangé,
et passionnant. Et il se prendra, Beckford, d'une véritable passion pour Fuseli et pour sa peinture. Il y a le banquier Angerstein, dont j'ai déjà parlé, qui était banquier, mais qui était tout aussi frénétique à côté de cela. Il y aura Matthew Gregory Lewis. Alors lui, il n'a pas un sou, mais il a du génie. Il invente un genre, ce genre, c'est le roman noir. Ces romans fantastiques et terrifiants qui commencent à être à la mode dans le Londres de ce temps-ci et qui commencent en fait à faire parler de leurs auteurs. Alors, le moine de Lewis, c'est ce qu'on lit dans tout Londres. Connaître Lewis, c'est un brevet, si j'ose dire, de sociabilité. Qu'est-ce que je peux citer encore? Mary Wollstonecraft, une Anglaise, oui, pas ça évidemment, qui a inventé avec un siècle d'avance les suffragettes, c'est-à-dire qu'elle lutte pour les droits de la femme, mais avec un côté tellement excessif que l'histoire a pour ainsi dire oublié son nom. Mais elle se prendra d'une passion totale pour Fuseli qu'elle poursuivra jusqu'au fin fond de ses appartements. À côté de ça, la très jeune et très douce Anne Radcliffe, toute blanche avec des petits bandeaux comme ça, elle écrit elle aussi des romans noirs épouvantables où les pères étranglent leurs filles avec leurs propres cheveux après les avoir abondamment violées. Enfin, c'est un affaire atroce. Et puis, sa petite sœur en blonde, qui s'appelle Mary Shelley, et qui vient d'inventer un nouveau héros qui s'appelle Frankenstein, et qui, comme vous le savez, aura un certain succès de nos jours encore. Donc, il faut bien voir quel étrange climat Fuseli aborde, quel étrange personnage il fréquente, et donc à quel point il se doit d'être encore plus étrange. Je veux dire, l'étrangeté, il la travaille, l'étrangeté, il la peaufine, l'étrangeté, il l'élabore jour après jour, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans ses gestes, dans son vêtement, et bien entendu dans tout ce qui nous intéresse ce soir, dans sa peinture. Mais j'aimerais, pour en finir avec cela, que vous sachiez que Fuseli faisait très attention à ces vêtements qui devaient être étranges. Avec une redingote rouge, il portait un chapeau violet foncé qui marquera Byron, qui de rage, d'ailleurs aura une crise de poids et rentrera se coucher. C'est l'époque du dantisme qui apparaît à cette époque-là. Donc, véritablement, dans cette société-là, Fuseli architectura le nid qui est le sien. Alors, pour que cette société-là, vous appreniez un peu à la connaître, j'ai amené quelques peintures qui sont un peu l'illustration de ce que je viens de dire. Alors, au départ, ça va encore, si j'ose dire. Ceci, c'est le portrait de Lady Cecilia par Ramsay. Alors, je dirais que ça, c'est peut-être la dernière représentante d'une certaine Angleterre, qui est celle de l'époque de Hogarth, c'est-à-dire en gros 30 ans auparavant. Une Angleterre très élégante, très porcelainée, très convenable, très comme il faut. Voilà. Et elle, Fuseli la connaîtra, mais elle fait vraiment partie, j'ose dire, d'un autre monde. Hormis peut-être cette froideur, un tout petit peu maladive peut-être, elle n'a rien du tout de la femme emportée que Fuseli fréquentera d'habitude. C'est pour entrer en matière. Donc ça, c'est Ramsay, un des grands portraitistes du premier Londres. Mais les gens qui le fréquentent, c'est ceux-ci. Ah, voyez-vous, ça change un peu. Le ciel est un ciel de tempête, le parc est un parc complètement nocturne où les arbres sont secoués par les éléments, le chien en a d'ailleurs plein les poils, et au milieu de tout cela se promène ce couple, et c'est super, en peinture je ne dis pas, mais ce couple est extrêmement étrange et insolite comme deux ombres, ce sont des époux mallettes, et avec quel génie d'ailleurs par Gainsbourg. Gainsbourg qui commence à marquer le climat de ce premier romantisme qui marquera l'Angleterre. Ça, c'est déjà beaucoup plus emporté. Vous reconnaissez peut-être un des tout grands maîtres de la Londres de cette époque-là, c'est Lawrence. Et voilà peint par Lawrence, Lord Pitt. Rien à voir avec le Pitt ministre, vous imaginez bien. Mais vous voyez qu'à lui, il ne suffit pas d'avoir un ciel de tempête, il faut aussi un océan déchaîné, sur lequel, comme une sorte de Hamlet au fond, il se dégage dans un contre-haut extrêmement puissant. Bien, j'entends, par ce type de peinture, on voit un peu quelles sont les aspirations de la société. Quant à cela, naturellement, c'est un sommet, si j'ose dire, c'est un peintre un peu moins connu, et c'est dommage, qui s'appelle Mortimer, c'est la représentation de Roscoe, fils du banquier, en Ténégal. Ténégal étant l'un des héros d'un des grands cycles poétiques que l'on lit le plus à l'époque, c'est The Rape of the Lock de Pope. Autrement dit, le vol de la boucle ou la boucle volée, appelez ça comme vous voulez, de Pope. Et c'est un des personnages de Pope qui a au fond prêté son costume à ce fils de banquier. Et là encore, voyez un petit peu quelles sont les aspirations de cette société.
J'ai aussi amené, pour que vous vous en rendiez compte, quelques-unes des demeures de cette société, car à Londres on vit très peu, c'est bien entendu à la campagne, dans cette espèce de rousseauisme retraité à l'anglaise, que l'on aime à vivre. Eh bien là aussi, c'est étrange, je dirais. Voilà, emprunté par exemple à Wishaw House, aux portes de Londres, un faux pont palatien en ruine, créé pour fermer une perspective censée faire pleurer. Eh bien voilà le genre, si vous le voulez, d'univers que ces Anglais-là aiment. Et c'est en l'occurrence le banquier Coates qui habitait là. Voilà un autre exemple, dans un des parcs, là aussi pas très très loin de Londres, un faux panthéon ou un repanthéon, appelé comme vous le voulez, qui appartenait également d'ailleurs à un des grands financiers de cette époque-là, qui s'appelait Prince. Œuvre très étrange, puisque italo-paladienne, mais en tout cas volontairement et délibérément mystérieuse. Et le plus extraordinaire peut-être, c'est ceci, c'est rien, c'est une ruine, c'est tout. Ça n'a aucun sens et aucune signification, mais cela devait fermer une perspective pour la rendre triste. C'est William Kent qui a été commandité pour cette fausse ruine par la duchesse de Guildford. Donc ça a été construit par les Guildford derrière un champ de blé pour apporter la petite note exaltante au lever du matin, c'est-à-dire celle qui permettait la première larme avant le thé. Bien sûr, ces gens-là, ceux que vous venez de voir et ceux dont vous avez vu les demeures, au fond, aimaient la peinture, suivaient la peinture. Alors j'ai pensé aussi important que vous voyez quels étaient les peintres que l'on appréciait jusqu'à l'arrivée de Fuseli. Eh bien, naturellement, celui-ci était tout à fait dans le ton de l'époque. C'est Wright of Derby, Wright de Derby, si vous préférez, Wright of Derby, qui a multiplié au long de sa vie des paysages que l'on pourrait qualifier d'écossais, si vous le voulez, toujours de nuit, toujours sulfureux, toujours avec des pleines lunes et toujours avec des tours gothiques. Autrement dit, l'illustration même des romans noirs. Il y a Horace Walpole, il y a Anne Radcliffe, il y a Mary Shelley qui n'attendent que de déchaîner leurs monstres dans ces donjons-là. On les sent littéralement prêts à tout. Eh bien, Wright of Derby était un des peintres préférés de la gentry. De même, et Dieu que c'est beau d'ailleurs, de même que, pour son étrangeté, mais frôlant parfois le surréalisme, les peintures de Stamps. Stamps, qui avait commencé très sagement comme un peintre animalier, spécialisé dans les portraits de chevaux, et qui très rapidement s'était rendu compte qu'en animant le cheval, en le mettant en situation, on répondait beaucoup plus aux exigences de la clientèle. Donc on arrive à ces paysages vraiment fantastiques où un coursier blanc est menacé par l'étrange masque d'un lion que vous avez ici. Je vous montre un deuxième Stamps parce que je trouve ça tellement beau que ça en vaut la peine. Au fond, c'est l'épisode d'après, le même cheval ou presque dévoré par le lion. Et là, regardez que tout le paysage paraît participer à cette espèce de lutte pour la vie, de lutte contre la mort, tout au moins. Une peinture de nouveau dont le romantisme est très évident. Je signale d'ailleurs, ça vous l'auriez deviné tout seul, que Géricault a infiniment apprécié et admiré les peintures de Stamps qu'il a vues lorsqu'il était allé à Londres. Et au fond, entre les paysages et ces espèces de paysages animés, je dirais, c'est-à-dire entre Wright of Derby et Stamps, il y avait une place à prendre. C'était la place de peintre d'histoire, car il n'y avait quasiment pas de peintres d'histoire géniaux, je dirais, dans la Londres de cette époque. C'est-à-dire les gens qui soient capables de mettre le caractère excessif des héros littéraires en scène, de mettre en avant la passion des sentiments. Vous voyez un peu ce que l'on prisait de plus extraordinaire. Le sujet est extravagant, je veux bien, donc par là même il chatouille la sensibilité des ladies, mais le rendu plastique est vraiment pour le moins maladroit. C'est Wright of Derby qui a signé cela. C'est un épisode qui montre Mirabeau, c'est le monsieur au turban, en train de violer les tombes de ses ancêtres. Voilà les tombes des ancêtres. Vous remarquerez, pourtant, ça manque un tout petit peu de souffle. Et Fuseli se rend immédiatement compte que entre les paysages de Wright et les coursiers luttant contre la mort de Stamps, il y a une place pour lui. Et cette place, il la prend, bien entendu. Alors, vous voyez, ça c'est quand même un peu autre chose que la prétendue affliction du tableau de Wright tout à l'heure. Ça c'est vraiment, et dans tout son emportement, la passion des sentiments. Et je vous rappelle que tout le public voulait cela.
Tout le public attendait cela, tout le public demandait cela. Ce n'est pas que Fuseli arrive avec cet art-là dans ses poches et le sort devant des gens complètement déconcertés. Les gens sont prêts, ils ont faim de ce caractère excessif-là, et en fait, Fuseli devient leur porte-parole chéri. Et donc, Fuseli va commencer à dessiner et à peindre, à vendre d'ailleurs peinture et dessin, et vendre fort bien, à se faire une place au soleil de la peinture anglaise, jusqu'à entrer à la Royal Academy, jusqu'à devenir doyen de la Royal Academy, jusqu'à devenir directeur de la Royal Academy, en consacrant toutes ces années de création à illustrer les grands moments de la grande littérature qui se lisait à cette époque-là. Autrement dit, Fuseli ne peindra jamais autre chose que des scènes tirées, soit de grandes épopées, soit de grands romans, soit de grandes œuvres poétiques lues à cette époque-là. Il sera, et par excellence, le peintre littéraire. Car nous sommes dans la Londres de 1780 à la Londres de 1840, dans une société qui lit et qui a besoin en fait de visions qui viennent appuyer ses rêves et appuyer ses lectures. Alors, je vous ai amené maintenant toute une série d'œuvres de Fuseli qui vont vous montrer un peu quelle était la carte du timbre des lectures de Fuseli, un peu vous montrer le panorama de ces lectures, le panorama de cette culture. Alors, premier point, Fuseli a dans sa poche quelque chose que les Anglais ne connaissent pas encore bien et qu'il peut leur faire découvrir. Quelque chose qui est bourré d'excès. Ce quelque chose, c'est le Nibelungenlied. Souvenez-vous, et je vous l'ai dit, tout gamin déjà, on le lui faisait lire, et même illustrer à Zurich. Ce Nibelungenlied, il l'a avec lui. Il en a traduit d'ailleurs, et paraît-il, superbement, de grands passages en anglais. Et naturellement que dans les grandes passions de Kriemhild, de Gunther, de Hagen, enfin bref, tout ce qui, bien avant Wagner, marque déjà l'emportement des sentiments, Fuseli va s'inscrire. Voilà donc un dessin qui vous montre Kriemhild, c'est justement elle ici, présentant l'anneau au feu magique à Hagen, qui se trouve donc ici dans une prostration que l'on pourrait au moins qualifier de michelangelesque. Et épisode suivant, dans un dessin encore plus extraordinaire par le raccourci et la violence de la composition, c'est la même Grimhild montrant à Hagen la tête de Gunther. Or voilà donc cette tête de Gunther portée comme un trophée par cette Grimhild donneuse de mort qui occupe en fait l'énorme portion gauche de ce tableau et qui par l'échelle même de cette composition devient l'excellent type de la femme fatale que Fuseli va peindre tout au long de sa vie. Vous me voyez venir pour la fin, je pense. À côté du Nibelungenlied, Fuseli sent très bien que toute cette mythologie germanique du Nord, les Anglais la connaissent peu, et donc il y a là des pages à trouver. Alors, dans un livre qui vient de paraître en traduction anglaise à Londres, il est signé par Mallet, et il s'appelle Northern Antiquities, les Antiquités du Nord, dans un recueil de contes qui font l'essentiel du sujet de cette Northern Antiquities, il tire ce tableau-ci qui est étonnant. C'est le héros Thor en train de combattre le serpent marin de Mildred, cependant que Odin si vous préférez, ricane dans le ciel là-haut. Or, là encore, bien sûr, la violence de la vision, là encore, bien sûr, l'habileté dans l'architecture de ce nu que vous avez là, et qui est complètement michelangelesque, bien sûr, et surtout dans la brume de cette vision, il y a de quoi flatter les Londoniens, et les Londoniens vont s'emporter de bonheur. Ayant donc fait découvrir Nibelungen et légende germaine, il entre, notre Fuseli, petit à petit aussi dans la culture anglaise. Il faut tout de même traiter ce que connaissent les Anglais. À cette époque-là, on lisait infiniment, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, souvenez-vous, un ouvrage poétique qui s'appelle The Rape of the Lock, le vol de la boucle, ou la boucle volée, comme vous voulez, signé donc par Pope, qui est une histoire absolument merveilleuse, une espèce de féerie, mais sulfureuse, je dirais, dont le prétexte de départ est l'histoire, ô combien bête, d'un jeune homme qui vole une boucle de cheveux à une jeune fille. Et du coup, les deux familles, celle du jeune homme et celle de la jeune fille, s'ouvrent une guerre digne de celle des Capulet et des Montaigu. Alors, Pope a héroïsé cette vision en la plaçant dans le monde des fées. Et sachez simplement que la boucle de Belinda sera à la fin de The Rape of the Lock jetée au ciel où elle deviendra la Voie lactée.
Alors, c'est un épisode de The Rape of the Lock que nous présente ici Fuseli, c'est le sommeil de Belinda. Autrement dit, l'héroïne ici est endormie, son rêve se matérialise autour d'elle, ce sont les fées qui sont là, et bien sûr Puck, le lutin, et on apporte, assez curieusement d'ailleurs, ce nécessaire de coiffure qui permettra le Rape of the Lock, le vol de la boucle, une composition qui fera de Fuseli presque un héros lorsqu'elle sera montrée à la Royal Academy pour la première fois. On lisait également, en ce temps-là, Cowper, les poèmes de Cowper, et notamment le plus beau, le plus pré-romantique en fait, c'est The Progress of Error, le progrès du péché, si vous voulez. Erreur, c'est un peu bête. Enfin, le progrès du péché. Et voilà une composition qui est directement inspirée, c'est la jeunesse, c'est le monsieur qui est là, hésitant entre le vice, c'est la dame qui est là, et la vertu. C'est l'autre dame un peu plus embêtante qui est là. Donc au fond, si vous voulez, c'est le thème classique. Et combien de peintres l'ont peint de Hercule entre le vice et la vertu. Mais regardez bien ceci, je pense que vous le constatez au premier abord, chez Fuseli, rien ne s'oublie, tout se resserre en quelque sorte. Et vous remarquerez que c'est exactement le même type de composition que dans la Crimhilde avec la tête de Gunther, l'immense femme qui représente la vertu, au fond menaçant du blanc même de sa robe, ce couple que vous avez là à gauche et qui donc représente cette jeunesse qui a provisoirement cédé au vice. J'aimerais simplement que vous remarquiez déjà dans ce tableau-là que le jeune homme a toute la musculature qu'il faut. Il a fait vraiment son bodybuilding de parfait néoclassique, mais il ne résiste pas à une phalangette de dames. Autrement dit, ce sera une des constances de l'œuvre de Fuseli et une des constances, je dirais, de la culture de cette fin du XVIIIe siècle. Le héros, si violent qu'il soit, le héros, si pur qu'il soit dans ses passions, mais si déterminé qu'il soit, ne résiste jamais devant la fatalité que porte toujours l'héroïne, ou si vous préférez la femme. Et c'est très très visible ici. Mais vous allez voir, ça va devenir quasiment maladif dans l'œuvre de Fuseli. J'aimerais simplement profiter de ce que vous êtes très près d'un Fuseli, parce que là on voit vraiment la texture de tout, pour commencer à vous rendre compte de ce à quel point c'est mal peint. J'aimerais y revenir à cela. Je ne dis pas que c'est mal peint au niveau du rendu plastique, je dis que c'est mal peint sur le plan technique. Fuseli devait travailler vite, aimait travailler vite, avec emportement, et ça n'était jamais assez noir. Alors il a eu cette maladresse, qu'ont eu beaucoup des peintres du romantisme d'ailleurs, de mélanger à sa peinture du bitume quasiment pur. Et il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir que le bitume pur continuera à travailler pendant des mois, des années, voire des siècles, et lentement mais sûrement carbonisera la toile qui le porte, lentement mais sûrement altérera les couleurs qui sont autour, rendant toute restauration, sinon impossible, du moins effroyablement problématique. Donc la plupart des œuvres de Fuseli sont dans un état de conservation assez piètre, ne serait-ce qu'à cause de ce bitume qu'il a véritablement suremployé. Et vous le voyez, c'est ce qui fait cloquer tout le noir qui se trouve autour du personnage. Ce n'est pas des pâquerettes, hein, c'est des bulles de bitume qui montrent bien tout ce travail de la matière dans la toile et dans le pigment. Toujours est-il, je continue maintenant, nous avons vu donc les auteurs allemands, ou tout au moins germains, puis les grands auteurs anglais, en particulier Cowper également, et voici encore, ce qui est d'ailleurs une des plus belles œuvres de Fuseli, une des plus visionnaires en même temps, tiré, retour à l'Allemagne, du roman qui se lisait partout dans ces années-là, c'est Ondine de Friedrich de la Motte Fouquet. En dépit de son nom, il était allemand, comme vous le savez sans doute. Il avait écrit un grand poème fantastique qui s'appelait Ondine, l'histoire d'une sorte de mutante sortie de l'eau et qui essaye au fond de prendre place dans le monde des vivants. Et la scène là est une des grandes scènes, c'est le moment où Ondine arrive de l'océan dans une pauvre masure de pêcheurs. Mais d'abord, la première chose, le couple de pêcheurs que vous avez là, avec son clair-obscur, est absolument extraordinaire. Vous commencez à découvrir maintenant des parfaites réussites dont Fuseli est aussi capable, cette façon de marquer lui dans l'ombre, elle en pleine lumière, extrêmement belle. De même d'ailleurs qu'est très très belle l'apparition d'Ondine, toute blanche dans l'immensité noire de cette toile.
Je dirais que jusqu'à présent, notre Fuseli s'est, je ne dis pas perdu, ni même égaré, mais peut-être dispersé un peu à illustrer ses auteurs à la mode, ses auteurs favoris que tout le monde lisait et qu'il se sentait investi du devoir d'illustrer. Et tout d'un coup, il va se passer un événement qui va vraiment resserrer son champ. Cet événement se situe en fait en 1798. En 1798, un personnage extraordinaire frappe à la porte de Fuseli. Il s'appelle John Boydell. Ce John Boydell est officiellement le Lord Mayor de Londres, donc un personnage investi de grands pouvoirs et surtout d'une dignité sociale marquante. Mais à côté de ça, et comme tous les Lord Mayors de cette époque, il a eu le droit de garder son métier, qui est d'être éditeur. Boydell est éditeur. Et son rêve, c'est de créer une édition parfaite de Milton, une édition parfaite de The Paradise Lost, le paradis perdu. C'est la grande œuvre du XVIIe siècle, il faut la retrouver, c'est la poésie anglaise dans ce qu'elle n'a jamais produit de plus beau. Les éditions qui existent sont des éditions mauvaises, médiocres, fautives. On aura une édition parfaite, refondue sur les manuscrits originaux, et on en fera une édition de luxe avec une illustration de qualité. Et Boydell vient dire à Fuseli, vous qui illustrez la mode Fouquet et autres pauvres, donnez donc votre pinceau à quelque chose qui en vaut la peine. Donnez votre pinceau à Milton. Alors, première des choses, Fuseli lit Paradise Lost. Et il découvre que c'est tout à fait son monde. Ça lui correspond admirablement bien. Il accepte donc. Et en mai, pour être tout à fait exact, le 20 mai 1799, Boydell ouvre une exposition de peinture inspirée par le Paradise Lost de Milton et due à Fuseli. Les Londoniens sont complètement stupéfaits, mais complètement. Quelques cris d'enthousiasme indicibles s'élèveront dans les journaux de cette époque-là, et puis aussi quelques remarques acerbes sur le goût systématique de Fuseli pour les morts violentes, mais on va surtout, disons quand même, de l'enthousiasme dont l'édition de Milton verra le jour. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous rappeler que le poète est John Milton, qui est un poète du XVIIe, né en 1608, mort en 1674, dont le chef-d'œuvre est Le paradis perdu, Paradise Lost, publié en 1667. Il s'agit d'une espèce de grande évocation en fait biblique et apocalyptique en 12 chants, qui est en effet un des plus hauts chefs-d'œuvre de la prose anglaise. La première, vous l'avez déjà sous les yeux, c'est la création d'Ève. J'aimerais simplement que vous remarquiez cette immense arabesque qui marque la composition, du pied d'Adam jusqu'au front de Dieu qui se trouve là. Vous avez cette grande arabesque très michelangelesque de composition, c'est exactement au fond le souvenir de certaines des grandes parties du jugement dernier. Mais ce qui est le plus original, c'est Dieu. Car en fait, vous avez là un Dieu tout à fait propre à la conception qu'on peut en avoir au siècle des Lumières. Ça n'est pas le vieillard barbu de nos iconographies traditionnelles, c'est un espèce de jeune héros. Je vous rappelle, ce sont les traits que Michel-Ange a traités au Christ dans le jugement dernier. C'est-à-dire un verbe jeune, héroïque. En fait, c'est cela que Fuseli veut voir en l'image de Dieu. Deuxième élément de cette Milton Gallery, deuxième tableau que je vous présente, nous sommes toujours au paradis terrestre, Adam dort tranquillement dans les bras d'Ève, ici, Satan, qui sera avec Dieu, une des figures les plus constantes dans l'iconographie de Fuseli. Satan s'approche d'Adam et Ève, bien sûr, pour les tenter, mais regardez avec quelle frénésie il appuie sur le champignon pour freiner. C'est extraordinaire, c'est vraiment du talent. Ça, parce que Ithuriel est là pour protéger Adam et Ève, et vous savez que la malédiction de Satan est qu'il peut tout toucher, sauf la lance de Ithuriel, gardien des portes du paradis. Il ne peut pas la toucher. Un peu comme l'ail repousse les vampires, la lance d'Ithuriel repousse Satan. C'est bien avec les vers de Dracula frustré que Satan repart dans l'ombre dont il est venu. Troisième tableau de cette Milton Gallery est un des plus beaux. Vous me direz, les couleurs changent. Oui, cette fois-ci, nous sommes au-delà d'Adam et Ève, nous sommes même descendus chez Satan. En fait, c'est le combat de Satan contre la mort
et ils sont séparés l'un de l'autre par le péché. Le péché, en fait, interdit à Satan et à la mort de se battre en disant on a mieux à faire, allons tenter les humains. Alors, là aussi, il faut que vous remarquiez, parce que c'est très propre à Fuseli, et ça sera très propre à tout le romantisme, c'est Satan. Satan n'est pas du tout le bouc cornu de la tradition, je dirais, du Sud, même jusqu'à un certain point de la tradition française. Il est le Satan admirablement héroïque et beau de la tradition allemande et anglaise. Le véritable tentateur, au sens le plus strict du terme. Et personne ne peindra Satan avec une lumière aussi extraordinaire que Fuseli tout au long de sa vie. Troisième épisode donc consacré à l'histoire. Et le quatrième et dernier que je vous montre, c'est un petit dixième de la Milton Gallery donc, c'est le plus beau à mon sens, c'est le Shepherd's Dream, le rêve du berger. Alors il faut savoir simplement ce que ça a à faire dans cette histoire, nous sommes toujours dans Milton's Paradise Lost, c'est lorsque Satan a décidé de tenter le monde, il envoie au monde les fairies, c'est-à-dire les fées. Mais attention, ce sont des fées épouvantables qui vont faire découvrir aux humains l'envie, la jalousie, la haine, la petitesse, la mesquinerie. On les tenter, mais par ce qu'il y a de pire. Et la première victime de ces fées déchaînées, c'est un berger qui dort sous un arbre. Alors voilà le berger qui dort sous un arbre, et la matérialisation de cette ronde endiablée des fairies autour de lui. Ce très très beau tableau, certainement le plus beau de la série, est aujourd'hui à la Tate Gallery de Londres. Et c'est tellement beau d'ailleurs que j'ai amené toute une série de détails pour que vous voyez de plus près. Voilà le berger presque réduit à l'état de silhouette, comme vous pouvez le voir, et son chien, le chien qui a entendu, le chien qui a pris conscience, alors que le berger lui rien, les fairies s'agitent et ne voit rien. Et donc, cette matérialisation du rêve autour de lui, c'est-à-dire la ronde des fairies. Et là, alors, vraiment, Fuseli commence à se montrer le très grand peintre du mouvement, le très grand peintre de la danse qu'il sera jusqu'à la fin de sa vie. Regardez la beauté de tous ces bras qui, les uns autour des autres, mènent cette espèce de ronde endiablée, pourrait-on dire. De même, vous avez certainement vu cette fairy qui ne s'occupe déjà plus du berger, mais commence à s'occuper du spectateur. Comme si véritablement elle était prête à fondre sur celui qui regarde ce tableau-là et à son tour lui faire entrer le venin que Satan voulait mettre en chacun de nous. Donc, certainement un des tout beaux tableaux de la Milton Gallery. La Milton Gallery aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, un succès mitigé. Ils sont rentrés chez eux rêveurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis succès mitigé. Mais Fuseli est surtout pas un homme qu'on peut calmer. Donc, à peine la Milton Gallery est terminée, il se lance avec encore plus de frénésie dans une deuxième qui s'appellera la Shakespeare Gallery. Donc, ce sera la même chose, mais sur les sujets de Shakespeare. Et il réussit à convaincre John Boydell d'une édition idéale de Shakespeare dont il se charge de l'essentiel de l'illustration. Et en fait, donc, Fuseli se met au travail et bel et bien, la Shakespeare Gallery ouvrira ses portes 2 ans plus tard. Il faut que vous sachiez quand même que c'était le bon moment. C'était le bon moment de faire une édition de Shakespeare, parce que Shakespeare, à la fin du XVIIIe siècle, était formidablement à la mode à Londres. Je vous rappelle quand même que Shakespeare, c'est en gros le 16e. Je vous rappelle quand même que Shakespeare, on l'avait oublié pendant tout le XVIIe et le début du XVIIIe. Plus en anglais ne savait qui était Shakespeare, sauf pour faire un peu de traduction de temps en temps et se polir la langue. Mais on ne représentait surtout plus Shakespeare. Et c'est en fait, je dirais, à partir de 1750 que tout d'un coup, on s'est remis à aller voir Shakespeare au théâtre. Et pourquoi? Parce qu'un acteur a imposé Shakespeare aux Londoniens. Ce personnage extraordinaire s'appelle David Garrick. Pour la première fois, il a eu cette idée qu'il ne fallait pas se coincer dans un costume importable pour déclamer comme ça, avec la gorge serrée, Shakespeare, mais qu'il fallait avoir tout libre et le jouer véritablement. Et les Londoniens, affolés, ont vu un Richard III frapper sur la poitrine, et le succès de Garrick était tellement formidable qu'on raconte que le directeur du Drury Lane Theatre, le théâtre de Drury Lane, avec aucune vergogne à tout louer à triple, parce que les gens se mettaient 3 par fauteuil. Et ceux qui venaient en plus assistaient de dehors, et même en plein hiver, on laissait toutes les portes ouvertes pour qu'on
on entende les hurlements de M. Garrick, qui remplissait ce fameux théâtre de Drury Lane et ses auditeurs. Donc vraiment, aux années où nous sommes, 80 et des poussières, tout le monde connaît Shakespeare, tout le monde a pratiqué Shakespeare, tout le monde va encore voir les héritiers de Garrick devenir de pire en pire sur scène. C'est la grande époque des grandes tragédies, dont une édition s'impose. Alors, voilà maintenant le début de cette Shakespeare Gallery. Dessins et peintures s'entremêlent. Les tragédies d'abord, si vous voulez bien, avec ici une illustration pour Hamlet et la reine, l'apparition du spectre. Admirable la vie, je dirais, très inspiré encore par la période italienne, très inspiré donc par le côté policé de la Venusta et de la Terribilità, Raphaël et Michel-Ange. Alors que quelques années plus tard, voilà une Lady Macbeth qui, alors, à mon avis, va infiniment plus loin, infiniment plus violente. Et c'est certainement une de ces phases de peinture en camailleux extraordinairement violente qui nous est montrée ici. Alors, le monsieur, c'est Garrick, et elle, c'est la plus grande shakespearienne du Londres de cette époque-là, c'est Miss Pritchard. Et donc, Fuseli les a à peine transposés pour donner un caractère non pas anecdotique, mais véritablement épique à cette fameuse scène des couteaux. Mais c'est tellement extraordinaire comme peinture, je vous le montre dans le détail. Regardez, cette peinture si nerveuse que le personnage apparaît comme un écorché, si vous remarquez, les coups de pinceau sont donnés, mais il semble laisser apparaître, et le jeu des muscles, et même, je dirais, l'ossature par-dessous, cependant qu'elle, alors, apparaît comme une sorte de spectre du destin dans l'immensité de cette robe blanche, qui en fait ne fait qu'accuser le mouvement de vengeance qui veut être le sien. On peut difficilement admettre être plus shakespearien que cela. Côté tragédie, si j'ose dire, c'est tout ce que je vous montrerai. Donc, un petit peu d'Hamlet, un tout petit peu de Macbeth, et c'est tout. Mais il y avait Richard III, il y a tout ce que l'on peut imaginer, bien sûr. Mais vous auriez trouvé un peu répétitif peut-être. Par contre, là où je vais m'étendre davantage, c'est dans les comédies. Parce que, curieusement, ce monde de la comédie shakespearienne, surtout quand il frôle le fantastique, a infiniment marqué notre Fuseli. Alors, on commence par une comédie, si j'ose dire, gentille. Ce sont les fameuses joyeuses commères de Windsor, vous l'aurez reconnu, et nous sommes dans un moment culminant que deux personnes ont traité génialement, c'est Verdi et Fuseli, le moment où on flanque Falstaff dans la corbeille. Vous vous souvenez de l'opéra de Verdi, absolument superbe comme scène, parce qu'il y a un côté truculent et étonnant, mais je dirais qu'il y a cette même truculence chez Fuseli, où vraiment le gros bonhomme Falstaff est renversé dans cette corbeille par deux créatures complètement rêvées, je dirais, qui sont ici. Voilà donc ces joyeuses commères. Et dans le détail surtout, voilà, regardez celle de droite, parce qu'on commence à y voir, vous commencez à y deviner ces extravagances qui vont de plus en plus s'imposer dans l'œuvre de Fuseli. Donc c'est cette Miss Page de droite qui, au fond, se regarde dans un miroir et surtout regarde l'étrangeté de ce costume et surtout de cette coiffure dans le miroir. Alors, les joyeuses commères, c'est l'entrée dans le monde de la comédie. Sitôt après, on verra Fuseli marquer un goût de plus en plus marqué pour les comédies fantastiques, comme par exemple le Winter's-Tale, le conte d'hiver. Et ça, c'est une illustration de ce Winter's-Tale. C'est le jeune Mamilius en promenade. Une dame de la cour promène le jeune Mamilius qui découvre le monde des fées. Vision extrêmement jolie, peut-être un peu sage, mais c'est vraiment ce dessin-là qui était fait pour la gravure, par la même peut-être que Boydell avait un petit peu restreint, je dirais, l'emportement de notre Fuseli. Tandis qu'alors maintenant, il n'y a plus de restrictions, Fuseli va en plein, et ce sont les plus beaux tableaux, indubitablement. Alors nous avons quitté Winter's-Tale, nous sommes toujours dans la comédie fantastique, mais dans celle qui, pour Fuseli, va le plus marquer sa culture, c'est A Midsummer Night's Dream, le songe d'une nuit d'été. Et naturellement que l'histoire d'Oberon et de Titania, l'histoire de Bottom, l'histoire de Pâques, si possible encore la reine Mab qu'on rajoute là-dedans mais qu'elle n'ait rien à voir, tout ce monde de la féerie va beaucoup marquer Fuseli. Et voilà une première grande composition, parce que ça c'est 2,40 m de hauteur sur 3,14 m, c'est un immense tableau. Voilà un premier paysage qui nous montre ce moment où Titania se réveille dans les bras de Bottom, ou plutôt Oberon réveille Titania dans les bras de Bottom. L'intérêt étant de découvrir tout ce monde à la
limite entre Jérôme Bosch et les pages interdites de la comtesse de Ségur, si j'ose dire. Tout ce monde des faits qui se trouve autour, qui est absolument incroyable, de diversité en même temps que d'inventivité. C'est la première version du thème. Voilà la deuxième version du thème. Celle-ci est au Kunsthaus de Zurich. Elle est considérée comme l'œuvre la plus importante que le Kunsthaus possède de Fuseli. C'est une œuvre clé. C'est celle qui servira d'emblème à la Shakespeare Gallery de M. Poidel. C'est la même scène, si vous le voulez, c'est-à-dire Titania dans son, entre guillemets, rêve amoureuse de Bottom, en défi de sa tête d'âne. Et là, de nouveau, regardez les personnages qui sont autour, faits, traités vraiment comme des courtisanes de haute gamme, parce que c'est ça, en fait, ce sont une espèce de femmes fatales, qui ont toute la splendeur de leur fatalité, et petits êtres bizarres, dont cette sorte d'année de Michel-Ange à tête de papillon, si vous remarquez, qui se trouve en bas. Et c'est dans des personnages comme ceux-ci en particulier qu'on peut penser à Bosch de temps en temps. Mais de ce sujet-là, la plus belle version, indubitablement, la troisième que je vous montre, c'est vraiment vous dire que c'est une des scènes marquantes pour notre Fuseli, c'est toujours la même histoire du réveil de Titania. Vous voyez, l'attitude, en fait, montre qu'elle s'étire en sortant du sommeil, aux côtés de Bottom et de sa tête d'âne. Toujours le même moment de A Midsummer Night's Dream, version de la Tate Gallery de Londres, cette fois-ci, est le plus grand Fuseli connu. 2,49 m de hauteur sur 3,22 m. Et comme c'est un tableau vraiment très important, et que vraiment on peut surtout apprécier, je dirais, dans le détail, je vous ai amené ici de quoi se promener dans ce tableau-là, de façon à ce que vous vous rendiez compte, en fait, de l'élégance du dessin de Fuseli, parce que vraiment, la représentation du nu de Titania vaut bien beaucoup des premiers David, vaut bien beaucoup des tout premiers Indes, vaut bien beaucoup des premiers Prudhon, c'est-à-dire des grands chantres du corps féminin dans l'esprit néoclassique de notre culture européenne. C'est un magnifique nu que vous avez là. Et à côté donc de cette étude, qu'on pourrait presque qualifier d'académique, toute l'étrangeté de la mythologie avoisinante est naturellement assez passionnante. C'est ça qu'on va surtout découvrir. Mais d'abord, encore une vision, je dirais, privilégiée sur le personnage de la Titania. C'est très près d'ailleurs de ce type de beauté complètement marmoréenne et ivoirine que l'on aimait, et quand Prudhon en France a chanté presque de la même façon, et avec beaucoup de talent. Mais je vous disais bien, là s'arrête le côté académique, car sitôt après, c'est ce délire de la féerie qui a passionné Fuseli, avec des faits absolument adorables. Elles ont l'air presque d'être tirées de compositions de Gainsbourg ou de Lawrence, tellement en fait elles sont jolies. Mais j'aimerais simplement vous faire constater que cette joliesse n'est qu'apparence, puisqu'en fait, derrière leur jupe, je dirais, il y a immédiatement le cauchemar. Et regardez, le cauchemar commence ici avec cette troisième fée dans l'ombre, et regardez l'étrangeté de ce visage tellement maigre, ses yeux complètement fermés, ses pommettes rouges foncées de tuberculeuse, semble-t-il, cette robe d'une sévérité de sous-maîtresse de grande maison. Donc toujours, je veux dire, elles n'ont pas chacune leur explication, elles ont chacun comme une espèce de part du rêve dont sort Titania. Regardez cette autre aussi, extraordinairement solennelle, mais réduite comme à l'état d'ombre, on pourrait presque dire comme à l'état d'ectoplasme à l'arrière de cette composition. Donc ce qu'il faut voir, c'est tous ces niveaux, on pourrait dire, de l'inconscient des fonds au conscient des premiers plans, tout ce jeu très riche auquel Fuseli se livre. Ici, dans la partie droite du tableau, maintenant, regardez cette autre fée insolente qui tient en laisse un ermite. Et ces personnages tellement curieux, ces bébés à tête de vieillard, ces petites filles à tête de papillon qui peuplent l'entier de l'œuvre. Voilà la fée de droite, donc, et regardez une petite fille dont la coiffure, ou tout au moins, est celle d'un bombix, je veux dire, elle a vraiment sur la tête comme une sorte de gigantesque papillon, qu'elle partage d'ailleurs avec beaucoup d'autres. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure au premier plan les deux inquiétantes petites fées que vous avez là, avec même quasiment leur poupée dans les bras. Mais regardez à la fois l'assurance en même temps que la cruauté menaçante du sourire. C'est justement dans tout cela que Fuseli montre ce goût de l'opium qui est le sien. Voilà, encore une vision tellement étrange de petites fées papillons. Je pense que vous savez que le bombix, dans l'iconographie néoclassique, c'est-à-dire dans l'iconographie grecque, représente le plaisir sexuel, et même plus exactement l'acte sexuel.
C'est le symbole du bombix, par exemple, dans les bronzes grecs, dans les vases grecs, représentait toujours l'union sexuelle. Winkelmann l'avait dit, Fuseli l'a surtout pas oublié, il y a les bombix partout. Et je vais vous montrer, ça c'est tellement étrange, cet enfant à tête de monstre, cet enfant à tête de vieillard, et à bouche complètement rougie de sang, semble-t-il, qui marque le premier plan à droite, et pour conclure, surtout, l'étonnante figure de ce Saint Antoine qui s'est laissé aller à la tentation, c'est donc le petit ermite qui est tenu en laisse au premier plan, nous l'avons vu tout à l'heure par cette créature de rêve. Donc, véritablement, avec cette Shakespeare Gallery, Fuseli a vraiment, je dirais, inventé ce qu'on pourrait presque appeler le surréalisme, et d'ailleurs ce que les surréalistes ont appelé le surréalisme, car ils ont fait de Fuseli l'un de leurs pères en même temps que l'un de leurs modèles. Maintenant, avant d'arriver à la toute dernière partie, qui est vraiment celle des dessins privés, je voudrais simplement vous montrer quelques peintres qui se sont absolument inscrits dans cette foulée Fuseli. Parce que trop souvent dans l'histoire de l'art, on lit que Fuseli était isolé tout seul comme ça. Pas du tout. Il a au fond instauré tout un espèce de climat du rêve, tout un espèce de climat du fantastique, dont bien d'autres peintres ont été aussi des défenseurs. Et à la même époque, beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont connu Fuseli et ont été encouragés par Fuseli. Donc je pense que c'est aussi de mon devoir de vous montrer qu'il n'a pas été qu'un isolé, mais comme pour montrer une sorte de chef de file. Et donc, je vous montrerai simplement quelques exemples, en commençant naturellement par le plus grand, peut-être même que par certains côtés il est plus grand que Fuseli, c'est William Blake. Donc Blake, dont je ne vous raconte pas la vie du coup, mais vous vous souvenez qu'il est essentiellement poète, exégète et accessoirement dessinateur, un peu d'ailleurs le même type de carrière que Fuseli. Je vous rappelle qu'il a très bien connu Fuseli et que pendant des années, jusqu'à une inévitable brouille, ils ont été inséparables. Et donc, au fond, l'œuvre de Blake et tous ses commentaires apocalyptiques, c'est illustré comme au fond Fuseli illustrait Shakespeare. C'est un peu le même type d'approche. J'ai commencé par une chose très calme, la Vierge à l'enfant. C'est pas trop grave, c'est singulier, mais pas trop grave. Mais pour vous amener ensuite à des visions peut-être plus intéressantes. Pour vous montrer d'ailleurs que Blake, comme Fuseli, a peint et repeint et re-repeint le mythe d'Adam et Ève, au fond, ce qui est la promesse de la destinée, la promesse de notre destin. Et comme Fuseli, il a peint l'irrémédiable faute d'Ève. Et dès l'instant où, en fait, la faute d'Ève a amené l'homme et la femme à être chassés du paradis, tout le reste n'a été que la lutte entre Dieu, que Blake appelle Elohim, et Satan. Au fond, entre l'ombre et la lumière, si vous le voulez. Alors, je voulais vous montrer l'image de Dieu selon Blake. Vous voyez qu'on est bien loin de l'image de Fuseli, car Dieu, pour Blake, c'est le Créateur. C'est essentiellement le Créateur. Donc, je voulais vous montrer, un peu plus tard dans sa carrière, cette vision colossale, cette vision titanesque de Dieu, avec son grand compas. Par pitié, n'y voyez pas simplement un symbole franc-maçon. Je viens de relire toute une étude à ce propos-là, qui est complètement grotesque, parce que Blake et Londres étaient bien loin de ce type de préoccupation. Le compas, c'est l'instrument de la création, donc ce Dieu créant au compas est l'image même, si vous voulez, de la lumière qui crée. Et en opposition à la lumière qui crée, il y a la nuit qui détruit. Voilà donc le premier visage de Satan que je vous montre, dans un Satan en train de courir jaune de pustules, car tel est le titre charmant de l'œuvre. Le même Satan qui, d'année après année, devient de plus en plus monstrueux, avec ce dessin fabuleux sur le plan du visionnaire, avec un très beau titre, le nombre de la bête est 666. C'est un titre tiré, vous le savez bien, je pense, des exégèses de l'Apocalypse. Le nombre de la bête est 666. C'est donc en prononçant le 666 que Satan a éveillé la bête. Et l'éveil de la bête, c'était la prise de possession de notre univers par le dragon rouge que vous voyez représenté ici. Donc, l'homme a été créé, l'homme a fauté. Dès lors, tout le débat de notre destinée a été un débat entre Dieu, créateur, la lumière, et Satan, destructeur, l'ombre. Et lentement, mais sûrement, nous sommes en quelque sorte ressuscités comme des sortes de mutants, de nouveau d'une race parfaite, dont Blake voyait d'ailleurs l'apparition, si j'ose dire, un peu de
quant à l'itinéraire de cet être parfait, l'itinéraire de ce mutant, il allait de façon extraordinairement complexe et dans des architectures urbanistiques apprendre à grimper naos après naos ici pour atteindre de nouveau le giron de Dieu. Voilà, enfin, une de ses créations, tout en vous disant à côté de cela, Blake pouvait avoir des simplicités formidables qui annonçaient avec presque un siècle d'avance certains des plus beaux odilons redons de la période du grand symbolisme, comme par exemple cette vision du poète que vous avez là, et qui est vraiment une œuvre formidablement essentielle à côté du merveilleux bavardage, je dirais féerique en même temps apocalyptique, auquel Blake habituait son public londonien. Notre Blake aura à son tour, car c'est une sorte de petit arbre généalogique que je voulais vous montrer, des suiveurs, et l'un des plus brillants sera John Martin. Là, nous sommes quasiment déjà à la période victorienne, en tout cas dans le premier quart du XIXe siècle, avec des peintures qui ont, si vous voulez, l'emportement et les dimensions des œuvres de Blake, l'habileté des œuvres de Fuseli, mais quelque chose, je dirais, de plus immédiatement pragmatique dans les visions. Néanmoins, ce tableau-là est assez étonnant, il s'appelle « Le premier jour de tout ». Et ce grand tableau est une espèce de vision de chaos originel, mais qu'habite déjà un premier être qui tente comme cela de grimper jusqu'à la lumière, lui qui vient des ténèbres. Ce tableau-là se trouve au musée de St. Louis aux États-Unis. Je me devais de vous montrer quand même l'œuvre qu'il a considérée lui comme la plus importante et qui s'appelle « Un jour viendra le jour de sa colère » ou « Un jour sera le jour de sa colère » qui nous montre une destruction du monde cataclysmique, c'est une des œuvres les plus emportées du romantisme anglais. Dernière, si j'ose dire, dernière épigone de Fuseli présente, Dad étant comme une sorte de descendant au second degré de Fuseli. Je m'explique, et en deux mots, et je dois bien le faire. Dad est né pour devenir peintre et illustrateur. C'était un jeune homme merveilleusement doux, nous raconte-t-on, merveilleusement urbain, nous raconte-t-on, laborieux, bien propre et bien rangé. Il a fait un voyage qu'il a amené en Grèce et en Égypte, où il a eu les premiers élancements. Il est rentré en Angleterre, et là, il a égorgé son père en prenant son père pour le diable. Puis il a fui, et on l'a retrouvé à Fontainebleau, où il venait d'égorger 2 promeneurs. Ramené à Londres, il a été jugé, et il passera les 40 dernières années de sa vie dans ce qu'on appelait à l'époque l'hôpital des fous, autrement à Bedlam. Et c'est à Bedlam que son médecin lui dira de peindre. Et il exorcisera au fond une parano, mais effroyable, une parano meurtrière, en peignant. Et un de ses chefs-d'œuvre, vous l'avez sous les yeux, ça s'appelle Le coup de grâce du bûcheron des fées. Et ça a été fait en asile pour cadeau de Noël à l'un de ses geôliers, qui par chance l'a gardé, et plus tard, lorsqu'on a redécouvert Dad, l'a offert à ses galeries. Alors c'est exactement le monde de Fuseli. C'est Titania, c'est Potoms, c'est tout ce monde-là. Et il faut chercher au beau milieu ici dans les herbes un personnage qui bel et bien brandit une hache pour casser une noisette. C'est le coup de grâce du bûcheron des fées. Un tableau complètement incroyable. C'est d'une petitesse de miniaturiste persan, mais vous y retrouvez justement, au fond, les filles même des Titania que vous avez vues tout à l'heure sous le pinceau de Fuseli. Dad, je dirais que c'est poussé à l'extrême, poussé à l'ultime, c'est l'absolu suiveur, disons, de Fuseli. Le personnage qui est là, qui est donc juste à côté du bûcheron des fées, c'est un portrait de Dad lui-même, parfaitement reconnaissable au dire de ses biographes. En tout cas, si même je ne vous ai fait que découvrir Dad ce soir, j'ai fait quelque chose de bien, parce que c'est vraiment un des peintres les plus passionnants qu'on puisse apprendre à connaître, parce que c'est un espèce d'art brut, je veux bien, sur le plan de la définition, mais tellement savant et tellement admirablement peint qu'on en reste absolument sans voix. Regardez ce personnage qui assiste au coup de grâce, cette espèce de Victor Hugo faunesque, est absolument étonnant. Mais, je dis bien, Dad était fou, indubitablement fou, et Fuseli, lui, ne l'était pas. Mais justement, retour à Fuseli pour les dernières minutes que je vous impose, il ne l'était pas, mais, car il y a chez Fuseli,
Il y a dans les obsessions de Fuseli, quant au sujet choisi à la façon de les traiter aussi, il y a quand même quelques points singuliers. Je dirais, la domination de la femme, cette femme qui est toujours imparitement caparaçonnée dans sa parure, imparitement caparaçonnée dans son droit, cette femme qui est triomphante de tout, cette femme qui sur son passage détruit tout. Souvenez-vous de Grimil de sa tête de mer, elle tient comme un sac à main, mais j'entends avec autant d'aisance, je dirais que penser à toutes ces créatures-là, elles marquent quand même un caractère obsessionnel, qui est très étrange chez Fuseli. Donc, je vous ai amené pour finir une série de portraits de l'excellent type de la femme fatale que Fuseli va peindre tout au long de sa vie. La fin de l'enregistrement nous manquant, nous vous proposons ici la lecture de notes prises lors de la conférence. Voici le portrait de Martha Hess. Nous sommes au temps zurichois. Cela va encore, mais c'est déjà assez inquiétant. Fuseli n'a jamais su s'il l'aimait, elle ou sa sœur. Il a fait le portrait de chacune d'entre elles, puis il est parti pour Rome. C'est encore gentil, mais nous allons voir comment tout au long de sa carrière, en ne prenant plus que des dessins, qui sont autant de représentations idéales de la femme aimée et redoutée tout à la fois, nous allons découvrir combien elle est vénéneuse, castratrice, porteuse de mort. Nous allons voir le plus étrange et le plus attachant domaine de Fuseli. Au début, tout va merveilleusement bien. Ce dessin est superbe, de grâce, d'élégance. Il y a encore tout le rococo là-dedans. Un Français, un Greuze à ses débuts, aurait pu parfaitement peindre ceci. Une année après, 3 dames à la fenêtre. On voit l'étrangeté de ce dessin. On se demande qui sont et que font ces 3 dames. D'où viennent ces coiffures extraordinaires? Comment se fait-il qu'elles commencent à avoir des regards de parc? Ce sont beaucoup plus que des dames qui regardent à leur fenêtre. Dans le regard, dans le côté halluciné, en même temps qu'hallucinant du regard, il y a vraiment la quête d'autre chose. Dame à sa promenade. Nous apprenons ensuite par des lettres qu'il s'agit de la toute jeune Madame Fuseli. Fuseli s'est mariée à Londres avec Sophie Rawlings. Elle semble être relativement sotte, acariâtre et agressive. Elle avait un goût immodéré pour la parure, ce qui permettait à Fuseli de lui imposer des parures qui seront, tout au long de sa vie, de plus en plus extravagantes. Il a vécu ainsi ses fantasmes, et ce n'est pas uniquement au papier qu'il les a confiés. Il faut remarquer le caractère incroyable de la ligne, qui fait une apparition sans poids et sans matière. Mais aussi, ce qui nous apparaît plus évident, c'est l'importance maladive donnée à la coiffure. Les coiffures de Fuseli deviennent de plus en plus parlantes. Ce sont des architectures, presque des urbanismes de cheveux, de plus en plus obsessionnels. Mais à cette époque, le journal de la mode et du goût, par exemple, présente aussi des coiffures étranges de ce type. Ces modes françaises étaient inspirées de l'Angleterre, qui pratiquait nationalement ce goût pervers de coiffures échafaudées. Cependant, chez Fuseli, ces coiffures deviennent non seulement extravagantes, mais fantastiques. Madame Fuseli. Voyez l'importance du chapeau, et sous le chapeau, l'importance des ailes d'oiseau qui se développent autour du visage. C'est une façon de rendre, aux images de son épouse, un caractère fantastique, mais directement sorti des créatures du songe d'une nuit d'été. Sa femme est pour lui une des suivantes de Titania, en même temps que sa femme devient une figure étonnante de la fatalité. Plus les années passeront, plus l'étrangeté de ses coiffures se multipliera. Lentement, les dessins deviendront de plus en plus audacieux, et ils arriveront à devenir des dessins érotiques que même le Kunsthaus de Zurich garde sous cache. C'est toujours la même scène. 3 femmes parées, tenant des couteaux et châtrant des hommes. Toujours. Véritablement, il y a une angoisse, une obsession, qui remonte au Nicolas Manuel Deutsch et Baldung-Green du début, c'est-à-dire au moment de l'enfance. Alors, quand Madame Fuseli ne suffira plus à ce rêve qui est le sien, Fuseli ira chercher dans le monde des courtisanes la source de ses derniers dessins. C'est ce que nous allons voir. Regardez maintenant, tiré de ce monde des courtisanes, dans lequel Fuseli invente des coiffures de plus en plus extraordinaires et qui ont quelque chose du fruit exotique
en même temps que du symbole phallique, mais qui n'ont jamais existé et font partie d'un monde au second degré. Ce sont ces femmes, ce parent, ces femmes à leur toilette, se carapassonnant dans leurs robes, leurs bijoux et surtout dans leurs coiffures que Fuseli dessinera jusqu'à sa mort. Une des plus extraordinaires au point de vue du dessin, dont il a fait une version peinte qu'il a réussi à mettre comme illustration pour un poème de Cooper, le Progress of Error, montrant la vanité de la femme qui ne pense qu'à sa toilette pendant que le héros gagne sa vie. Et cela va nous amener à ses ultimes dessins, représentant le coin des courtisanes, sous le titre « La débutante ». Le plus extraordinaire, une courtisane à mi-buste, ou même la robe qui voile la poitrine devient de l'orfèvrerie, comme une armure de Valkyrie. C'est froncé comme une cuirasse. Les bijoux sont eux aussi des bijoux de derrière, ornés de phallus, dans des coiffures toujours aussi incroyables. Ce dont Fuseli a besoin à un moment donné, c'est que cet être vampirique soit châtié. La femme prend au fond de lui-même, où cela est à demi conscient seulement, un caractère fatal qui est très angoissant pour lui. Ses visions sont de plus en plus angoissantes. Les dames de Hastings. Fuseli était un jour en promenade sur les falaises crayeuses de Hastings, cherchant des fossiles. Il a entendu un froissement. Il a levé les yeux et, très loin au-dessus de lui, il a vu 3 jeunes femmes en robe blanche se promener dans le vent. Et il a dit avoir eu l'impression de voir les 3 fées du vent. C'est ce qu'il a peint. Un personnage en ajout étant le vent, et les dames de vent, ces êtres qui vont déchaîner les éléments. Le caractère merveilleux, attachant, attirant, hypnotique, mais menaçant, parce que porteur de danger, sinon de mort, est très présent, même dans cette œuvre. Donc il faut la châtier. Ce qui nous amène au tableau que Fuseli considérait comme son chef-d'œuvre. Celui que Londres aussi a considéré comme son chef-d'œuvre et que l'on considère aujourd'hui encore comme son chef-d'œuvre. Le cauchemar. Ce tableau a fait longtemps partie d'une collection britannique. Il est aujourd'hui à l'Institute of Arts de Detroit. La femme fatale est enfin châtiée par ses propres rêves. Il s'agit de la représentation d'une jeune femme qui dort et produit son propre cauchemar sous la forme d'un gnome effroyable qui s'est posé sur son ventre et qui va l'étouffer, et l'apparition d'une tête fantôme de cheval. Ce jeu combinatoire entre le réel, une femme dans son lit dormant, côté complètement quotidien de la représentation de la chambre, et la coexistence du cauchemar porteur de mort, c'est exactement l'exorcisme qu'il fallait à tant d'années d'angoisse chez Fuseli. C'est cela qui est extraordinaire. Cet homme qui a créé sans cesse, qui a toujours couru devant sa propre peinture, peignant de plus en plus vite et de plus en plus mal, au fond courait avec une angoisse qu'il n'a jugulée que le jour où il a pu peindre le cauchemar. Notre conclusion d'aujourd'hui. Il est temps que les Suisses apprennent qu'ils ont donné naissance à l'un des génies les plus visionnaires de l'histoire de l'art.